Nous allons parler aujourd'hui du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Alors, je me présente, je suis Mohamed Elias Chouk, je suis ancien chercheur au Centre de biotechnologie de Borsedria en Tunisie. Je suis actuellement spécialiste régional pour l'Afrique auprès de ce projet, le projet BCH3 du UFM. Alors, nous allons faire une petite introduction du projet BCH dans sa troisième phase et de l'environnement virtuel d'éducation et des matériels éducatifs du BCH. Ensuite, nous parlerons bien sûr du sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire le protocole de Cartagena sur la biosécurité, et je vous donnerai l'occasion de poser vos questions et on essaiera d'y répondre. Alors, comment utiliser votre panneau de contrôle de ce GoToWebinar? On va aussi faire une petite description. Parler du projet BCH3 dans sa globalité et des matériels éducatifs du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, ce qu'on appelle communément BCH, et l'environnement virtuel d'éducation du CEPRB. Alors, ce webinaire, sachez qu'il est enregistré pour être publié ultérieurement avec les matériels éducatifs du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, ou CEPRB. Les opinions et concepts des participants exprimés durant ce webinaire ne reflètent en aucune manière la position officielle de l'ONU Environnement. Concernant les termes officiels relatifs au protocole de Cartagena, vous pouvez vous référer au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Quand vous participez à ce webinaire, vous comprenez cela implicitement. Bien, alors, qu'est-ce que c'est que ce projet BCH3 et quel est son objectif? Bon, l'objectif global est de fournir un appui aux parties éligibles pour le financement du FEM afin de soutenir et de renforcer les capacités pour une participation effective au CEPRB, conformément aux décisions de la COP-MOP en particulier. Cette décision BS 6, 5, paragraphe 2. Ce projet, il y en a 5, c'est à peu près une réplique du BCH2. La première composante s'intéresse au réseautage mondial et sous-régional et au partage des connaissances, une gestion d'échange pour la prévention des risques. La composante 2 qui nous occupe aujourd'hui, c'est la production de kits éducatifs du CEPRB dans les 6 langues des Nations Unies et fournir des outils éducatifs virtuels tels que des cours en ligne et des webinaires. C'est dans ce cadre que nous avons donc organisé ce webinaire. La troisième composante, c'est le renforcement et la pérennité du système de conseillers régionaux du CEPRB, le système des Regional Advisors, RA, en tant que soutien aux partis pour une participation effective au CEPRB. La composante 4, c'est d'aider les responsables gouvernementaux, les décideurs et les principales parties prenantes à mieux comprendre et le cas apprécier ce qui doit être ou doit être placé dans le centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Enfin, la composante 5, évidemment, c'est la durabilité et la sensibilisation du CEPRB et des bases de données nationales en coordination avec les agences des Nations Unies et d'autres initiatives de partage d'informations sur la prévention des risques biotechnologiques. Ne vous préoccupez pas, vous aurez tous ces slides, vous les aurez dans sur le site. Hein. Bien. Quels sont les matériels éducatifs donc, du CEPRB? Bon, nous
en place un environnement éducatif virtuel que vous pouvez accéder à l'adresse que je/vl.bch3. Donc, il faut être un utilisateur inscrit. Pour vous inscrire, il faut envoyer un email de ce que je vous montre. Donc, c'est admin@v1-un.org. Et vous devez indiquer votre nom et votre pays. D'accord? Très bien. De l'histoire comme la CBD CBD. Et on va parler aussi pour dire qu'est-ce que le protocole Catalina pour la sécurité, quel est son objectif, comment fonctionne ce protocole de Cartagena. Alors, les éléments clés du protocole. La procédure d'accord préalable en connaissance de cause, ou APC, est l'une des procédures clés de ce protocole et qui va être utilisée pour une introduction intentionnelle d'organismes vivants modifiés, OVM, dans l'environnement. Il y a aussi la procédure à suivre pour l'OVM destinée à être utilisée directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être à travers le centre d'échange. Bien. Alors, ce qu'on appelle un OVM déjà. Alors, OVM, c'est l'organisme vivant modifié. Défumé. OVM s'entend de tout organisme vivant. Hello? Yeah. Défumé, Mohamed. Donc, l'OVM, c'est do you see my screen? It's advancing or not? Oh. Bien. Alors, l'origine du protocole, bien entendu, se trouve au niveau du texte de la Convention sur la diversité biologique et plus précisément au niveau de l'article 8G. Qu'est-ce qu'il dit cet article? Il dit qu'il faut
mettre en place ou maintenir des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération d'organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine. Donc c'est là que va prendre naissance donc cette idée de protocole pour se prévenir contre les risques provenant de la biotechnologie moderne, etc. Dans l'article 19.3 de la Convention sur la diversité biologique, il est bien examiné s'il convient de prendre des mesures d'en fixer les modalités, éventuellement sous forme d'accord, notamment un accord préalable donné en connaissance de cause, définissant les dans le domaine du transfert, de la manutention et de l'utilisation en toute sécurité de tout OVM résultant de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Bien, donc là c'est l'origine du protocole, donc il a pris naissance, on peut dire, déjà dans la Convention sur la diversité biologique. Maintenant, qu'est-ce que le protocole? Alors, conclut la Convention biologique, comme on vient de le dire. Alors, il a été adopté le 29 janvier 2000 et en vigueur le 11 septembre 2003. À l'heure actuelle, au mois d'octobre 2017, nous avons 176 parties à ce protocole. Et le corps gouvernant du protocole, c'est la conférence des parties, des parties protocole, ce qu'on appelle communément, comme terme anglais, de jusque-là, oui, COPMOP. Depuis la Malaisie en 2004, au Canada en 2006, au Brésil, en Corée du Sud, en décembre 2016 au Mexique. Fonctionne ce protocole? Alors, il met en place des obligations et des principes qui sont applicables à tous les OVM. Ensuite,
parlant de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause qui est spécifiée dans l'article 7 du protocole. Alors, l'article 7.1 nous dit que sous réserve des articles 5, 6 qu'on a vu précédemment et la procédure d'accord préalable en connaissance de cause prévue aux articles qu'on va voir, les articles 8, 9, 10 et 12, s'applique avant, donc cette procédure va s'appliquer avant le premier transfrontière intentionnel d'OVM intention dans l'environnement de la partie importatrice. La procédure d'APCC donc va concerner la partie importatrice qui est avertie de l'importation proposée. Elle va recevoir une information complète sur l'OVM et l'utilisation projetée et la partie importatrice va avoir la possibilité d'évaluer les risques associés à cette OVM et de décider d'autoriser ou non son importation. Voici un peu comment ça se passe. Nous avons l'exportateur et l'importateur, ou bien le pays exportateur, ou bien le pays importateur, ou la partie importatrice ou la partie exportatrice. Hein. Alors, première notification, elle vient de l'exportateur vers l'importateur. Il y aura les informations qui sont demandées à l'annexe 1 du protocole. Deuxième opération, l'importateur ou la partie importatrice va envoyer un accusé de réception dans les 90 jours qui suivent la notification. Ensuite, troisième étape, la partie importatrice va prendre une décision au bout de 270 jours. Et lorsqu'elle aura pris la décision, elle va mettre cela sur le centre d'échange, le PCH. Alors, la prise de décision peut ou bien doit tenir compte de l'évaluation des risques, comme le spécifie l'article 4, considérations socio-économiques, tel que l'article 26, de l'approche de précaution, tel que spécifié dans le principe l'agenda 21, et la participation du public, tel que spécifié dans l'article 23.2, et en tenant compte des informations confidentielles, comme spécifié dans l'article 21. Alors, quelle va être la décision? La décision peut être soit que la